Alors, on va commencer le processus de cartographie. Un adversaire doit être sélectionné comme cible. On va prendre un exemple. On va parler d'APT 39. Donc, très souvent, on parle d'APT, menace persistante avancée de plus. Un code, d'accord? Et après, on a plusieurs noms de code, d'accord? Euh, Vous en avez parfois qu'un, parfois vous en avez plusieurs, d'accord? Parce que ça peut être des réseaux et des sous-réseaux. On choisit l'adversaire en fonction de quoi? Bah, du secteur cible, typiquement. Euh, Si je dois viser quoi? Des industries, hein, on va utiliser APT 39, d'accord? Groupe cyberespionnage dirigé par le ministère iranien, d'accord? On oublie souvent, on parle tout le temps des mêmes pays. N'oubliez pas que l'Iran, hein, ils ont parmi les meilleurs hackers au monde et ils sont très discrets, mais ils font très très mal, d'accord? Donc c'est pareil, suite à Stuxnet, hein, faut pas se voiler la face, euh, et ben ils ont pris conscience en fait de la puissance de la cyberprojection, puisqu'on parle de projection comme une force de projection dans le monde réel sur un théâtre d'opération, on parle également de cyberprojection, puisque comme un bras armé, j'en parlais avec quelqu'un hier, euh, c'est une sorte, exactement comme la dissuasion nucléaire, c'est à la fois du soft power, puisque vous pouvez lancer une cyberattaque et rester voler sous les radars, d'accord? Donc attaquer un pays belligérant et sans le montrer aux autres, d'accord? Donc on peut le faire de façon très discrète. C'est pour ça que la cyberguerre, les cyberarmes vont devenir de plus en plus prépondérants, d'accord? Je peux difficilement, vous le voyez en Ukraine, utiliser une arme nucléaire, d'accord? Beaucoup trop puissant et escalade au niveau du conflit. Bombe tactique, on a vu également, même si Poutine en parle, même si on nous lave le cerveau à longueur de journée avec le sujet, on voit que dans les faits, c'est également compliqué. Par contre, cyberattaque, très facile, d'accord? Demande peu de moyens, comparé, justement, je vous disais toujours, si on doit comparer, c'est beaucoup moins cher pour un État-nation de former 100 hackers étatiques que trouver des dizaines de milliers de scientifiques qui vont travailler soit sur des armes biologiques, bactériologiques, ou allons plus loin, encore 10 000 de plus, peut-être 20 000 de plus, peut-être 50 000 ou 100 000 scientifiques pour avoir une chaîne qui va permettre d'industrialiser les processus, notamment l'enrichissement, soit césium, uranium, pour développer un programme nucléaire comme le fait actuellement l'Iran, si on doit revenir à Stuxnet. Donc APT 39, secteur cible, vecteur d'attaque utilisé, pays d'origine et autres facteurs. Tout ça, c'est à prendre en compte et on va adapter encore une fois nos techniques pour coller au mieux à la simulation. D'accord? Là, on sait qu'APT 39 a attaqué de nombreuses industries et généralement, on aura plusieurs CKC. Je vais vous parler de la chaîne cyber unifié, hein. On en reparlera, je vais développer, mais vous savez que pour exemple, et c'est la plus facile peut-être à retenir, on a la CKC de, euh, comment dire, excusez-moi, je perds mon latin, de Lockheed Martin. D'accord? Donc, on cartographie les tactiques et les procédures en fonction des différentes étapes. Reconnaissance, militarisation, livraison, exploitation, installation, technique de command and control via les appels au serveur de command and control et action. Sur les objectifs, encore une fois, je vous en avais déjà parlé, je vous dirige vers mes précédentes vidéos, les besoins impérieux de la mission, les objectifs qui ont été fixés en amont. D'accord? Puisque, on l'a vu juste avant, planification. Je vous ai dit, c'est même le plus important. Quand vous montez une mission, une opération, c'est la planification. C'est ce qui va prendre le plus de temps et c'est ce qui va conditionner, j'ai envie de dire, soit un échec, soit la réussite. La planification, c'est les bases. D'accord? Si vous allez trop vite sur votre planification, eh ben, vous allez vous tirer une balle par la suite. D'accord? Et cette planification, plus elle sera bonne, plus votre attaque sera fluide. Je vous ai dit dans d'autres vidéos, je vous ai dit la cyberguerre, c'est comme la guerre, c'est
il faut donner le tempo. D'accord? Tout est question de temps. Qu'est-ce que vous allez faire? On a des actions parfois rapides, on a des actions plus lentes. Et à l'image d'efforts spéciaux, des fois, on va aller lentement, très lentement. D'accord? On a un adage, je crois que c'est dans les SEALs, les nageurs de combat, hein, de la Navy américaine. On a deux adages. On dit parfois chez nous, lent, c'est vite, hein, et vite, c'est bien. D'accord? Il y a cette logique que, à vouloir aller trop vite, vous allez vous casser des dents. D'accord? Et parfois, hein, le fait d'aller lentement, mais sérieusement, on va pouvoir, hein, pénétrer au plus profond. D'accord? L'œil est habitué à quoi? À des changements de couleur, à des changements de contraste, à des changements de luminosité. D'accord? Depuis qu'on est tout petit, et nos ancêtres, hein, dans la savane, quand on courait avec les lions, on avait peur de se faire bouffer. Et à l'époque, ils se faisaient bouffer. Donc, notre œil, hein, est habitué à, je vous disais, ces changements rapides et le mouvement. Le mouvement conditionne notre rétine. C'est comme ça que vous êtes conscient de votre environnement et le moindre mouvement est capté par votre rétine parce que, en effet, un objet qui se dépasse vite à distance ou même proche de vous sera, bah, vous allez le repérer beaucoup plus vite. D'accord? Alors que si vous cassez les formes, cassez les couleurs, hein, c'est le principe des guides suit, on va mettre pour les derniers kilomètres, même les dernières centaines de mètres, on va mettre notre guide suit et on va ramper comme un serpent. D'accord? Metal Gear Solid, si tu nous regardes, Snake. Et on va, hein, se casser, justement, se fondre dans la masse. D'accord? Et j'en reviens aux Navy Seals, eux disent slow is smooth, smooth is fast. Grosso modo, cette phrase des Navy Seals, c'est vous rappeler que pour vous déplacer, et de façon professionnelle, parfois, et très souvent, il faudra prendre le temps. Prendre le temps de ralentir pour faire le job. OK? Et accomplir les objectifs de la mission. Fondez-vous dans le décor. D'accord? Si on doit faire l'analogie, un TP, un tireur de précision, un tireur embusqué, tir à longue distance, hein, tireur d'élite à longue distance. Là, c'est l'appellation TLD, c'est dans le monde civil. TELD, c'est dans l'armée. Euh, le but, hein, c'est de faire tomber une cible. D'accord? C'est des unités hautement spécialisées, des forces spéciales qui vont faire le boulot. D'accord? Ça peut être l'infanterie, des fusiliers marins, des fusiliers de l'air. D'accord? Mais ils font le boulot et ils se fondent. Et encore une fois, je vous fais la métaphore, bah c'est pareil. Vous serez à terme des unités dans le monde civil, naturellement, euh, de haute précision. D'accord? De haute précision, de haute sophistication et de haute technicité. Puisqu'à un certain niveau, je vous le dis toujours dans mes vidéos, qu'est-ce qui différencie le fantassin d'un tireur d'élite confirmé? C'est la spécialisation. D'accord? Ben c'est pareil. En tant que red teamer, qu'est-ce qui va différencier un gars qui fait du VA, je vous le dis toujours, d'un pentester, et ensuite à un très haut niveau, un red teamer, peut-être dans le monde militaire ou dans le monde du renseignement, c'est le haut degré de sophistication. Fonds-toi dans le décor, hein, comme on dit, fond, forme, onde, mouvement, éclat, couleur, bruit, lumière, odeur, trace. Voilà ta signature sur un champ de bataille. D'accord? Voilà ta signature quand tu essayes de mener et d'avoir une conduite, une ensemble de conduites à tenir. D'accord? Et pour la conduite des opérations et le bon déroulement des opérations, exactement comme on va faire en équipe rouge, se dissimuler aux yeux de l'ennemi, ne jamais révéler sa prévente ou le plus tard possible. D'accord? Donc je vous ai dit, hein, je fais toujours le parallèle parce que les red teamers, quand on fait une MPA, eh ben c'est cette logique. D'accord? Le temps doit jouer en notre faveur et vous savez que je vous ai parlé du rythme. Le rythme va s'accélérer quand quoi? Quand vous serez détecté. D'accord? Puisque la partie défensive va se savoir pénétrer. Hein, on va repérer les IOC et de facto détecter l'intrusion. Donc, mise en place de parade. Hein, mesure contre mesure. Attaque, défense. Prenez le temps de planifier parce que c'est important pour
L'OPSEC, la sécurité des opérations. Hein, je vais développer un petit peu plus tard. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Hein, je m'égare, vous savez, c'est mon grand défaut. Je pourrais vous parler uniquement d'informatique. Je vous parle de plein de choses connexes. C'est marrant. Hein. Je vous ai dit que c'est quoi? Multidisciplinaire. Hein, et vous devez être hautement adaptif et apprendre toutes ces techniques. Pas forcément tout ce qui est du monde militaire, puisque je ne suis pas militaire, ça se saurait, et vous ne l'êtes pas non plus. Donc, faut voir. Je vous ai dit, inspirez-vous des meilleurs. Il paraît qu'il y a des gens qui font ça. D'accord? Le premier quadriciel, si on doit parler cybernétique, entre guillemets, hein, on va voir tous les TTP du Myrtre Attack. Hein. Alors, si vous n'êtes pas familier, on a des ID, des identificateurs, des descriptions qui sont associées au TTP. D'accord? On va exactement faire ce travail, découper notre cyber kill chain en étapes que vous avez sous les yeux et aller voir ensuite les tactiques, les techniques, les procédures. D'accord? Donc, ça s'articule autour des tactiques. Vous allez avoir tactique avec un code associé, tactique 1001, tactique 1002, tactique 1003. Vous l'avez compris. Pareil pour les techniques. Vous allez avoir technique 003, technique 1004, technique 1005, etc., etc. Et vous l'avez compris, procédure. Procédure, généralement, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas de code, si je vous dis pas de bêtises. Hein, je ne sais pas tout, je ne suis pas un robot, je ne suis qu'un pauvre être humain, avec mes propres limites, mes propres capacités en mémoire et en intelligence. Je vous laisserai aller regarder. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait un code ou pas, les procédures sont à part, puisque la partie procédure, en fait, c'est ce qui en découle pour les actions et les objectifs de la mission. D'accord? Donc, on vous explique, il y a corrélation très fine entre les tactiques et les techniques. La procédure, ensuite, est un peu à part. D'accord? On va développer beaucoup plus. Et ça sera une sorte de synthèse, en fait. Hein. Dans la procédure, on explique en détail où on analyse quelles sont les finalités, les objectifs à utiliser telle tactique, à utiliser telle technique. D'accord? J'espère que c'est bien clair. Donc je ferai une salle dédiée sur Mitre. Alors si vous ne connaissez pas Mitre, ben, je ne connaissais pas non plus avant le 11 septembre. Après, je me suis intéressé un peu au monde du renseignement. Et Mirtre, c'est ni plus ni moins que la représentation du complexe militaro-industriel. Ça a été créé, c'est un conglomérat hein, qui existe, qui a été formé typiquement pendant la guerre froide, hein, avec les agences de renseignement, c'est la fusion des agences de renseignement, c'est la fusion du complexe militaro-industriel, ni plus ni moins. Organisation à but non lucratif, travailler pour l'intérêt public, on travaille pour l'État, naturellement, et domaine d'intervention, ingénierie des systèmes, technologie des informations, concept opérationnel, modernisation des entreprises. 3 centres de recherche depuis 1958, développés, financés par le gouvernement fédéral. On a d'abord le DoD, Department of Defense, via le Command Control Communication and Intelligence, qu'on appelle le FFRDC. On a également le Federal Aviation Administration, puisque MIRT, c'est également les plus grands hein, dans le monde aérospatial, aéronautique. Je peux vous citer Boeing, je vais vous citer Lockheed Martin, justement, d'accord? Donc, vous comprenez mieux les liens de filiation. Donc, on a le Center for Advanced Aviation System Development, développement pardon, de systèmes avancés qui touchent à l'aviation. Et on a l'Internal Revenue Services, pardon, et le Center for Enterprise Modernization, donc Centre pour la modernisation des entreprises. On a également un programme indépendant de recherche et développement qui explore les nouvelles technologies. Un MIRT, on pourrait faire, il y a toute une logique pendant la guerre froide. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais Sage a été développé par le MIT, le Lincoln Laboratory, d'accord? C'est le premier ordinateur qui va pouvoir, comment dire, traiter hein, du big data. Alors à l'époque, on n'a pas encore Internet, mais on a les prémices, hein, ARPANET, DARPANET, MILNET, d'accord? Sage, c'est ni plus ni moins. On a le SAC, hein, qui s'occupe de la dissuasion nucléaire. Typiquement, le SAC, c'est une branche
de l'armée américaine, aussi dans la USF Force, qui va s'occuper de la force de projection militaire et nucléaire, surtout, hein, les fameux gros B-52 qui volaient un peu partout, et aussi des missiles nucléaires type Nike à l'époque, Nike. Donc ça permet d'interconnecter l'ensemble du réseau Alaska, Canada, États-Unis et de synchroniser les attaques. D'accord? Tous les systèmes de défense, les SAM, attaques solaires, sont synchronisés grâce à Sage. Sage, c'est le début, hein, du travail sur la planification des opérations et également la défense du territoire. Et c'était un travail titanesque puisqu'on parle de 1950, 1960. En avril 1959, on a un site qui est acheté à Bedford, au Massachusetts. Bedford qui est connu aussi pour d'autres choses, qui développait tout simplement une partie, hein, des armes bactériologiques et chimiques. Et on faisait des tests à Bedford. D'accord, mais c'est pas ce qui nous intéresse, mais ça fait partie également de la guerre froide. Projet top secret. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vous laisserai faire votre travail de recherche si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le MIRT est assisté par le DoD, hein, donc le Department of Defense, lors du passage informatique également, à l'an 2000, d'accord, pour les analyses de risque. Donc on fait souvent appel à eux. Et pour la partie informatique, il faut comprendre que on a le Common Vulnerability et Exposure, qu'on appelle CVE, d'accord? Référence, d'accord? D'une faille. Tout ça est lié également à MIRT. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, hein. On a le Common également Vulnerability Scoring System, CVSS. On a le Common Weakness Enumeration, CWE, d'accord? Donc tout ça, quand vous travaillez en cybersécurité, vous devez comprendre. Alors, je reprendrai ces concepts dans d'autres vidéos, euh, mais voilà, tout est lié. Donc je m'arrête là, on revient. Mais maintenant, vous comprenez mieux pourquoi MIRT s'occupe de faire des frameworks. On a en rouge en attaque, et en défense, pardon, en bleu, on a defend. Voilà, donc je développerai, on reviendra dessus pour la partie OPSEC et on peut utiliser Attack Navigator qui est un très très bon site qui va vous fournir le quadriciel, d'accord? Ça va nous permettre de résumer les TTP de base, les catégoriser et voir la CKC, d'accord? En plus, ça nous permet de nous balader et de mettre en évidence les sections, les sous-sections, d'accord? Donc on part dans la reconnaissance, par exemple. Imaginons que on se focalise sur APT 39. Vous voyez que vous avez différentes, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est un résumé que vous avez sous les yeux, mais on voit par exemple lateral movement, hein. Je vais avoir toutes les techniques, les tactiques utilisées, d'accord? Collection, comme un end control exfiltration et l'impact que ça peut avoir. Et je vais pouvoir développer, hein. Si je clique sur quoi? Sur Remote Desktop Protocol, de facto, on va voir et mettre en évidence VNC, SSH, SMB, RDP, etc., etc. D'accord? Si je m'intéresse à la partie en bas, Input Capture, si une sous-section d'Input Capture, capturer les entrées, bah, c'est les techniques de keylogging. Donc pas de secret. D'accord? Si je parle de proxy, je vais avoir à la fois les proxys internes, les proxys externes. Si je parle de protocole web, de facto, je vais m'intéresser par exemple au DNS, etc. Voilà. Et rappelez-vous ce que je vous disais, ingress, opération d'entrée, hein. Je vous ai dit, pour rentrer en territoire ennemi, ça sera le début de votre cyberattaque. Initial foothold, hein, notre gain d'accès initial. Et après, comme dans des opérations militaires, dans l'armée on parle, je vous ai dit, d'ingress et d'egress. Egress, c'est la sortie. Pareil, vous devez planifier, je vous dis toujours, comme un avion, votre entrée dans le territoire ennemi, votre sortie, infiltration, exfiltration. Pareil, hein, si on parle en termes militaires, bah, qu'est-ce que tu utilises? Le principe de weaponization, qu'est-ce que tu vas militariser? Quel langage, quel interpréteur de commande? D'accord? PowerShell, Python, VBA. D'accord? L'utilisateur, il exécute des pièces jointes malveillantes si on doit s'intéresser à APT 49. D'accord? La livraison, généralement, il exploitait cette menace persistante avancée iranienne, les applications publiques, des attaques de spear phishing.
D'accord? Au niveau de l'exploitation, on pourrait dire qu'il y avait une modification du registre, tâche planifiée pour également créer de la persistance, des portes dérobées, keylogger, hein, pour éventuellement sniffer des mots de passe admin sur un contrôleur, et on va dumper des user credentials, les tokens, qui vont permettre d'avoir tout simplement des mots de passe, des comptes à haut privilège grâce au keylogger. Ensuite, installation. Hein, encore une fois, il faut préparer euh, la partie commande et contrôle, d'accord? Donc transfert d'outils et installation de proxy pour ouvrir via le proxy des trous dans la raquette, dans la défense, pour pouvoir communiquer via les serveurs de command and control. D'accord? Donc vous avez vos agents déployés sur le terrain, hein, qui viennent communiquer au QG, hein, au HQ. Et ben c'est ça. Typiquement, si on doit faire des parallèles, c'est ça, d'accord. Le serveur de command and control communique aux agents, les agents sur le terrain, ils exécutent les objectifs de la mission et renvoient les informations au serveur de command and control, d'accord. On pourrait même dire que si on doit faire, hein, c'est comme une FOB, une force de projection, et vous avez vos têtes de pont loin derrière les lignes ennemies. Qu'est-ce que vous faites? Ben, votre base principale, c'est votre serveur de command and control. La FOB, hein, Forward Operation Base, hein, base avancée de la gestion des opérations, elle sera au plus profond des lignes ennemies, d'accord? Ou sur la ligne de front, en tout cas, d'accord? Donc on avance, d'accord? Plus on avance profondément, plus il nous faut des relais, mener à bien la logistique et la communication. Ben, c'est pareil lors d'une cyberopération. Command and control, pas de secret, hein, généralement. On profite de du DNS, des protocoles web HTTP, HTTPS. Pourquoi? Et on peut conjuguer les deux via du DOH, DNS over HTTPS, pour tout simplement exfiltrer la donnée. D'accord? On va, je vous dis, se fondre dans le bruit, et le bruit généré par une entreprise, oui, bien sûr, les salariés vont sur les sites web, HTTP, HTTPS, et si on encode, hein, et puis on va offusquer, réencoder même la charge, on peut le faire plusieurs fois, on peut l'encapsuler dans un protocole, d'accord? Du coup, on va avoir plusieurs couches de chiffrement, et vous le savez de toute façon, hein, HTTPS, si c'est chiffré avec du HTTPS, ça va être très dur de pouvoir lire, il va falloir faire des attaques de downgrade, d'accord? Ou d'affaiblissement, typiquement, sur le SSL ou le TLS, comme le fait la NSA depuis plus de 10 ans. Trois petits points, fermez les guillemets. Enfin, action sur les objectifs, bah ça encore une fois, c'est le C2. Hein, exfiltration vers le C2, puisque c'est le serveur de command and control, on rapatrie tout via des noms de domaine, via toute une infra, hein, parfois qui va faire aussi un front-end. On n'ira jamais communiquer directement avec nos serveurs de command and control. On va passer par des relais, d'accord, des pivots, des machines de pivot, des machines de relais, des Dropbox pour, comment dire, euh, compliquer la tâche, hein, et éventuellement ça nous servira également de garde-fou, hein, ou de barrière de protection, de bastion, si jamais la partie défensive essaye de se venger, essaye de nous détecter, essaye de nous attaquer en retour. Donc OST Map, ça fournit une carte visuelle, hein, pour relier plusieurs acteurs de menace et leur TTP. Je vous ai dit parfois ils se confondent, et c'est un autre framework basé sur les TTP. Hein. Là, je vous mettrai un petit exemple sous les yeux, je vous laisserai par vous-même aller creuser, d'accord? Mais le but, la finalité pour nous, c'est faire du flight intel, de l'intelligence. Comment on fait de l'intelligence? Recueil d'informations, analyse, raffinement de l'information, hein? Et on va aller travailler sur de multiples plateformes, framework. On multiplie nos sources, et chaque information pertinente est une nouvelle forme pour pivoter. On pivote d'information en information. C'est la technique utilisée euh, en recueil d'informations. D'accord? Typiquement, c'est ce qu'on fait en OSINT. D'accord? Une info, je pivote sur trois infos. Ces trois infos, je vais pivoter sur 10 infos, etc., etc. Chacune va démultiplier de façon exponentielle. Typiquement, quand on s'intéresse à un réseau de personnes, c'est exactement ça. Alors, je vous cite tout le temps l'exemple du renseignement de la NSA, à trois poignées de main. Hein, elle va s'intéresser à
Votre premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. D'accord? Donc tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Avantages mondiaux, Ontic, Faucon, Ground Strike, pareil, d'autres TTP, hein, multiplier les sources en open source, payantes en closed source, si jamais éventuellement vos entreprises font appel à leurs services. Hein. Les bases, c'est de commencer en open source et ensuite, si on a les moyens, bien sûr, d'avoir de la source fermée pour corroborer, pour peut-être affiner plus finement, hein, puisque ces services coûtent extrêmement cher. Je pense qu'on a de l'information de qualité, peut-être supérieure à ce que vous trouverez naturellement, de base, en open source. Alors on va faire un petit jeu. Pareil, je vous ai dit, vous devez apprendre. euh, Ça sert à rien d'apprendre toutes les armes, d'accord? Tous les tanks, tout le matériel de guerre, armes légères, armes lourdes, d'accord? Missiles, hein? Euh, ça nous intéresse pas. Plus sérieusement, ce qui nous intéresse, c'est les menaces, d'accord? Donc si je te dis tout de suite, dans ta tête, tu dois tilter. Si je te dis Carbanac, hein, tout de suite, tu sais que c'est une APT et tu vas aller chercher l'information, d'accord? En open source, tu vas faire ta propre enquête, mais Carbanac, c'est cette grosse APT qui a attaqué des banques, hein, et qui a détourné des centaines de millions, hein, si je ne m'abuse. Donc bien sûr, tu vas aller rechercher Carbanac direct dans un moteur de recherche pour en savoir plus. D'accord? Nom donné à un groupe de cybercriminels qui était spécialisé dans l'attaque de distributeurs de billets, les DAB, d'accord? Et institutions financières, identifiées à la fin de 2013, démantelées en juin 2014 lors de l'arrestation d'une cinquantaine de cybercriminels par les autorités russes. Entre-temps, Karbanac aurait détourné 500 millions et jusqu'à 1 milliard de dollars, d'accord? Donc voilà, prouvé par Kaspersky. Et voilà, c'est comme ça que tu commences à préparer, hein, à faire de l'intelligence. Ok, donc là, on a analysé Carbanac. Ok, combien il y avait de quoi? De techniques de command and control utilisées par Carbanac. Je vais faire une recherche. Activer le JavaScript, vous allez en avoir besoin pour mapper. Et vous voyez de facto automatiquement, hein, avec layout, vous pouvez le mettre en float ou vous pouvez le mettre montrer les techniques, les sous-techniques. D'accord? Donc plutôt que chercher à la main, puisque c'est une base de données, vous l'avez compris, on va taper Carbanac. D'accord? On va aller voir. Ok, il nous le trouve. Anunak Group G00008. D'accord? Carbanac. Parfait. Et là, vous voyez les techniques utilisées. Hein, vous voyez tout de suite la puissance, hein, tout simplement. Et on peut le télécharger, on peut le voir. Là, j'ai un fichier JSON qui me permet, voilà, de voir directement, d'accord, les techniques qui sont utilisées, d'accord. Donc, on nous parlait de quoi? On nous parlait de command and control, d'accord. Privilège, reconnaissance, qu'est-ce qu'on a? Si je développe, je recule pour la partie command and control, hein, on en avait combien? On voit qu'ils en ont utilisé deux. Quel binaire signé Carbanac utilisé pour échapper à la défense. Donc on va revenir, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, il nous faut la partie défensive, hein, défense, et, parce qu'on le principe d'évasion, on voit que il a fait du masquerading, d'accord? Mascarade pour tromper l'adversaire, ça c'est de la ruse. Et on voit qu'il a quoi? Disable Modify System Firewall. Visiblement, il a utilisé, vous voyez, on a le T1562.004. Parfait. D'accord? On retrouve la technique. 1562, c'est l'ID, domaine entreprise. La 004, vous avez tout le temps une séparation avec un point, c'est le sous-ID. Hein, on voit que là, par exemple, dans la T1036, on a la 004, on a la 005. On voit, on retrouve. D'accord?
Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, écoute, Cabernac a utilisé NetSH, d'accord, pour ajouter des exceptions au pare-feu. Normal, hein, on veut faire de l'évasion. On commence à ouvrir un trou dans la raquette. Alors on peut également faire une recherche, hein. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est ce qu'on appelle du defense évasion, d'accord? On peut aussi aller chercher directement. Alors, très souvent, on utilise tout simplement Run DLL32, hein. C'est utilisé sous Windows, c'est un binaire qui est signé, et très souvent, on va tout simplement détourner l'utilisation de Run DLL32. Vous connaissez les bibliothèques de liens dynamiques, qu'on appelle DLL, hein, Dynamic Library Link. On a du 32 bits, on a du 64 bits, beaucoup, hein, sont en 32 bits, et on va pouvoir faire appel à Run DLL32. On peut, par exemple, utiliser un invité de commande avec une élévation de privilège pour ce faire. D'accord? Donc, ça va nous permettre de gérer les interfaces de programmation qui sont utilisées au sein de l'écosystème Windows. D'accord? Je te donne un exemple. Je peux lui passer quoi en paramètre? On va lui passer, je vais mettre Run DLL32. Je peux faire un print UI.dll, virgule, print UI entry. Ça, c'est typiquement ce qui va me permettre de gérer l'interface utilisateur de l'imprimante. D'accord? Donc ces appels, ils sont faits quotidiennement. Votre Windows utilise Run DLL32, hein, avec d'autres DLL pour charger dynamiquement ces bibliothèques qui vont permettre le bon fonctionnement de vos programmes. D'accord? On a un partage, encore une fois. Certains programmes vont installer des DLL spécifiques pour pouvoir fonctionner, et on a des share objects, hein, des objets partagés. Les DLL en font partie, et le programme, plutôt que à chaque fois installer les mêmes DLL, on va les regrouper dans des endroits clés, hein. Système 32 en fait partie, il y en a d'autres dans ces deux points Windows, pour charger dynamiquement ces fameuses bibliothèques qui vont permettre de faire fonctionner vos applications. D'accord? Donc on aura une application A, B, C, D, E, F qui va utiliser des DLL, les mêmes DLL, et elles vont être chargées de façon dynamique au lancement de vos programmes ou lorsque on fait des appels, hein. Typiquement, on va utiliser des API. Voilà, je résume trivialement, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous donne toujours un haut niveau d'abstraction, de compréhension. Après, en bas, hein, encore une fois, c'est pas mon métier, je suis pas formateur, je partage mes connaissances, je ne suis qu'un pauvre youtubeur, vous le savez, il faudra creuser, d'accord? Et ce travail, moi, je peux pas le faire à votre place. Encore une fois, c'est à vous, hein, de creuser, de mieux comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Toujours commencer par théoriser, conceptualiser un concept, d'accord? Là, on est dans un très haut degré d'abstraction, et après creuser. Creuser pour comprendre en bas niveau, également, ce qui se passe, d'accord? Puisque, contrairement à d'autres, si vous êtes hacker, si vous êtes pentester, si vous êtes red teamer, il va falloir, au fil du temps, plus vous allez monter en compétences, en expérience, plus il faudra comprendre ces interactions entre le haut niveau d'abstraction et le bas niveau, hein. Et qu'est-ce qui différencie en fait, hein. Quelqu'un qui a de très très bonnes compétences, très très bonnes capacités techniques, c'est justement ce degré de sophistication qui passe par la compréhension en bas niveau d'abstraction d'une chose, d'un protocole. D'accord? Comment ça fonctionne? L'aspect théorique, en haut niveau d'abstraction, tout le monde est capable de comprendre ça si on y passe un peu de temps. Après, ceux qui sont capables de décortiquer toutes les mécaniques sous-jacentes et de comprendre ce qui se passe vraiment et de faire en bas niveau, il y en a très peu. D'accord? Donc encore une fois, c'est quels sont tes, comment dire, tes objectifs dans la vie, quel niveau tu veux atteindre en informatique. D'accord? Et si tu veux atteindre un très haut degré de connaissance, de sophistication, eh ben, il faut passer par là. D'accord? Ça va prendre du temps, mais c'est pas impossible. C'est à toi de te donner les moyens de ta propre réussite, hein. Encore une fois, la clé du succès, c'est toi. C'est en toi. Si tu arrives à te convaincre que tu es capable de faire ça, tu le feras. La volonté, c'est tout. D'accord? Et après, l'humilité. Parce que on apprend tous les jours. À partir du moment où tu crois tout savoir, tu n'apprends plus rien. Ensuite, les techniques d'accès initial utilisées par Carbanak, hein. Si on fait un peu, on a quoi? On a ce qu'on appelle l'initial access, hein, qui généralement correspond
à l'initial foothold. Si on revient sur notre matrice, on voit que c'est le validation count. On a le T1078. On va aller creuser. Je fais un clic droit et je vais venir récupérer l'information en la sélectionnant ou tout simplement en regardant la technique. La tactique ou la technique. On va voir la technique, c'est la 1076 et ça concerne les comptes valides. Ça fait partie associée. On peut voir qu'on a 4 sous-techniques. D'accord? Donc c'est ce principe d'arborescence. Plus vous allez vous familiariser avec MirTraTac, avec ce quadriciel, plus vous aurez cette vision holistique. D'accord? Quand on débute en hacking, on se dit ah ouais, on comprend pas trop. Hein, on voit pas encore parce que votre esprit est pas formé aux techniques, tactiques et aux procédures. Plus vous allez travailler sur le quadriciel, plus ça va vous donner un niveau d'exigence et de compréhension. Hein, et savoir comment agir en fonction du fameux situational awareness. D'accord? Vous allez adapter votre niveau de compréhension, de conscience et contextualiser. En fonction du contexte, je sais que j'ai telle ou telle tactique, technique que je peux appliquer. Ça sera ma procédure. Si on revient sur notre matrice en termes de technique, si on est dans l'initial access, si on regarde la matrice, on voit qu'on a la 1078. Si je reviens 1078, c'est le valid count. D'accord? Donc, c'est un travail de recueil d'informations, travail de renseignement. Ensuite, on va parler un peu de l'intelligence de menace cyber qui est utilisée lors de l'exécution de l'engagement. D'accord? Je vous ai dit, le but, c'est l'émulation, la simulation. On va imiter les caractéristiques comportementales, heuristiques des acteurs malicieux, des acteurs malveillants, des agents. D'accord? Alors, bien comprendre, on va développer, hein, encore une fois, c'est une introduction, le trafic C2, C2, C2C. Hein, je vous ferai des cours sur le command and control dans le monde militaire puisqu'on parle, nous, on a plus, hein, on a dans le monde militaire le C1, le C2, le C3, le C4, hein, et parfois même la dernière évolution, c'est le C5. Alors encore une fois, ce sont des quadriciels appliqués au monde militaire, mais le principe de C2, on le voit en cybersécurité, d'accord? Donc on a des balises qu'on appelle beacon, ok? On a des agents, des bots, appelez-les comme vous voulez, c'est comprendre qu'on déploie ces agents utilisateurs, user agent, sur les machines. Chaque machine qui a été piratée a son propre user agent qui va communiquer via des ports et des protocoles. Et on a notre listener. Un écouteur, vous le savez, le plus connu, le plus simple, c'est Netcat. On a NC ou on a Netcat. Donc, les logiciels malveillants ensuite, puisque le but c'est de chercher à compromettre, on va trouver des indicateurs de compromission. Ça, c'est pour comprendre les traces, les artefacts, les patterns qui sont laissés, qui sont utilisés par la partie malveillante. Ça, c'est tout le travail de renseignement sur la menace. D'accord? On va hiérarchiser, catégoriser, analyser. D'accord? C'est un vrai travail de renseignement. Et ensuite comprendre les comportements. On parle de behavior. En anglais, c'est l'heuristique. D'accord? Donc la première utilisation comportementale du CTI, c'est présenter, comprendre la manipulation du trafic C2. C2 comme Command and Control. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos, dans la playlist Cyberguerre, et puis certains CTF qu'on avait fait ensemble. Le plus connu, que vous connaissez tous, un quadriciel qui fait du C2, c'est Metasploit. Metasploit est le parfait quadriciel C2. D'accord? Vous avez un serveur de command and control, vous avez une base de données d'exploits, et en fonction des exploits, de la surface d'attaque, des vecteurs d'attaque que vous utilisez, vous allez déployer des agents sur la machine qui vont communiquer avec le serveur de command and control. D'accord? Donc quand on débute, tout le monde connaît Metasploit, mais vous savez peut-être pas que là, vous commencez à faire du C2. D'accord? Donc l'équipe rouge, elle va utiliser le CGI pour identifier le trafic des adversaires et on va modifier le trafic pour l'émuler. D'accord? Donc on va analyser la menace, on va voir un petit peu comment il fonctionne, on va essayer, là c'est pas dans le cadre
de, du, on va essayer aussi d'analyser le trafic pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Si on modifie le trafic C2 en fonction des artefacts, des profils qu'on appelle malléables, hein, on parle de malleable profiles, alors on verra, hein, mais grosso modo, profil malléable, puisqu'on va pouvoir les modifier, d'accord? Les customiser. On va développer nos propres solutions pour imiter, pour améliorer les tactiques, les techniques et les procédures. Un opérateur, hein, là on parle vraiment d'opérateur d'équipe rouge, je vous l'ai dit, hein, on parle également d'opérateur dans les forces spéciales. Qu'est-ce qui vous différencie des forces spéciales? Un très haut niveau d'exigence, de capacité opérationnelle, aucune. Sauf que vous travaillez sur un autre champ de bataille. Ce champ de bataille, c'est le cybermonde, c'est le cyberespace. D'accord? Donc ça va nous permettre ces profils, grosso modo, de contrôler plusieurs aspects au sein du trafic d'écoute d'un serveur de command and control. On a des informations à mettre en œuvre dans le profil qui peuvent être recueillies auprès des ISAC, hein, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, et on va récupérer l'ensemble des indicateurs de compromission appelés IOC, euh, et on va capturer les paquets, hein, on va sniffer tout ça, d'accord? Qu'est-ce qui nous intéresse? Beaucoup de choses. Mais déjà, les host headers, hein, les entêtes de l'hôte. Hôte, je parle d'une machine. Ensuite, on pourrait voir tous les appels qui sont faits. Hein, vous vous rappelez, on a des méthodes avec le protocole HTTP, HTTPS. On a ce principe de URL, URN et URI, URI, d'accord? Là, c'est intéressant de s'intéresser à la partie URI en poste, d'accord? Pourquoi? Get, je récupère la valeur à distance. Dès que tu te connectes avec un navigateur web, ton navigateur va faire un appel distant, va utiliser la méthode get pour ouvrir une ressource à distance qui va être affichée dans ton navigateur. En poste, tu sais que tu ne passes jamais les paramètres dans la barre de recherche ou la barre de ton navigateur web. C'est beaucoup plus discret, hein. Généralement, quand on passe un mot de passe à une base de données côté backend, via l'interface, via un front-end, via un serveur web, on n'a pas envie que l'utilisateur ou une personne adverse puisse lire ces données. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le poste, et le poste est également utilisé, vous le savez, pour se connecter à des mires de connexion. Ça tombe bien. D'accord? On va s'intéresser également aux réponses. D'accord? Vous avez énormément, c'est tout le principe de serveur requête, requête serveur et requête réponse. Et réponse. Donc, c'est tout le principe de requête côté serveur et de réponse serveur vers le client. D'accord? On va s'intéresser aux entêtes du serveur et aux réponses. Je vous ferai des vidéos pour mieux comprendre ce concept. Très prochainement, si vous débutez, vous devez parfaitement maîtriser le protocole HTTP. D'accord? Très haut niveau d'abstraction, très bas niveau d'abstraction. Comme disait Raph sur le Discord hier, lancez-vous, analysez vos paquets, sniffez vos paquets, lancez Wireshark et voyez comment, lorsque vous faites un CTF, vous interagissez avec justement le monde extérieur. Quelles traces vous laissez? Quels artefacts? Regardez les protocoles qui sont utilisés. Analysez les handshakes qui sont effectués en fonction des protocoles. Hein. Une poignée de main qui s'effectue en HTTPS n'a rien à voir avec une connexion SSH ou Telnet. Tu l'as bien compris. D'accord? Donc c'est pour ça, vous devez, avant d'être des cracks et vous intéresser à ces sujets, vous devez avoir une bonne connaissance, une vision holistique des réseaux. Comment fonctionnent les applications web sur un serveur web, comment on interagit, hein, et la relation client-serveur, d'accord? Parce que c'est important, c'est ce modèle que vous retrouverez constamment. Et ensuite, ce trafic collecté va nous aider à rassembler le trafic de l'adversaire, hein. On va essayer de comprendre ce qu'il fait, se rapprocher le plus de ce principe, de cet objectif d'émulation de l'adversaire. La deuxième utilisation comportementale CTI, c'est analyser l'heuristique, donc le comportement, les actions des logiciels malveillants, des outils d'un adversaire, pour développer vos propres outils offensifs qui vont émuler les comportements similaires, hein, et qui ont des, comment dire, des indicateurs vitaux similaires. D'accord? C'est ce principe, je vois ce que fait l'ennemi et je vais améliorer et créer mes propres outils pour réutiliser les techniques qui sont utilisées. D'accord? Donc je peux même faire un fork
d'une cyberarme, hein, d'une chimère, comme on l'appelle en informatique offensive. La chimère, c'est un fork, c'est une évolution d'une cyberarme, d'accord? Et on va essayer de l'améliorer. Si je récupère une cyberarme d'un ennemi, d'un État-nation ennemi, belligérant, je vais, ou allié, trois petits points fermés les guillemets, je vais pouvoir améliorer en retour cette arme, d'accord? Cette cyberarme. Alors, un exemple, ça pourrait être un adversaire qui va, comment dire, utiliser un custom dropper. Les droppers sont utilisés, on va faire très simple, pour envoyer soit des programmes, soit des charges utiles. On va les déposer, comme son nom l'indique. D'accord? Donc ça va se faire soit au compte-gouttes, mais le but, c'est de, encore une fois, après notre gain d'accès initial, on a besoin d'autres outils qui vont nous permettre, hein, de pivoter, qui vont nous permettre le mouvement latéral, qui vont nous permettre d'avoir cette vision holistique sur le système, de continuer notre cyberattaque et de développer nos techniques en post-exploitation, typiquement. D'accord? Donc il faut identifier le trafic, observer les appels système, les appels API, ça c'est critique, identifier le comportement global et les objectifs du dropper qui est mis en place. D'accord? Ça, c'est également important. Et ensuite, voir tout ce qui est artefact. On va essayer de modifier en tant qu'attaquant. On parle de tampering. Je vous le dis tout le temps. On pourrait le traduire par falsification. D'accord? Des signatures, des fichiers et des IOC. On a des outils que vous connaissez. Je vous en ai déjà parlé. On a SIG, FIF, hein, par exemple, qui va me permettre de récupérer la signature d'un PE, hein, d'un exécutable, et pouvoir l'injecter, d'accord? Justement, dans le PE header, dans le portable executable, je vais injecter une signature, je vais créer mon propre dropper, et je vais injecter une fausse, vraie signature, d'accord? Ça nous permet de contourner et d'essayer d'endiguer la première protection qui est mise en place quand on est un attaquant, c'est l'analyse de menace par la signature. Je vous ai dit, vous laissez une signature tous les jours, vous laissez des signatures. C'est pas propre au cyber. D'accord? Tous les jours, tu laisses tes empreintes digitales. Tu vas dans un bar, tu consommes un verre, d'accord? Tu passes un bon moment, mais ce que tu oublies, c'est que tu laisses des empreintes digitales. D'accord? Un service de renseignement va pouvoir venir récupérer le verre, ou la barmaid, ou le barman va récupérer ton verre. Et à partir de ton verre, des empreintes digitales, on va pouvoir usurper ton identité. Je te donne un exemple comme ça, qui me passe par la tête. Hein? Les renseignements, les outils recueillis à partir du renseignement sur les menaces comportementales peuvent aider une équipe rouge à préparer les outils spécifiques qu'elle utilisera pour mettre en œuvre ces fameux TTP. D'accord? Ensuite, on a quasiment fini, mais c'est une campagne axée sur les menaces. D'accord? Il faudra prendre connaissance de tous les sujets précédemment couverts et combiner pour créer une campagne bien planifiée et bien documentée lorsque vous mènerez vos actions en rouge, en équipe rouge, en red teaming. Le flux des tâches suit généralement, de façon logique, un chemin, d'accord, que vous allez prendre en tant que offensif, en tant que vous faites de l'informatique offensive, d'accord. Vous êtes red teamer. Donc, on pourrait planifier une campagne. On va faire très simple, hein. On va introduire le sujet, mais essentiellement identifier le, le cadre, hein, le quadriciel, le framework et la kill chain générale, hein, la chaîne d'élimination générale, si vous voulez en bon français, mais on parle de General Kill Chain. C'est la GKC, d'accord? La CKC et la GKC. Ensuite, on va déterminer l'adversaire ciblé, pardon. On va identifier les TTP, les IOC, hein, de l'adversaire. On va mapper et faire du recueil d'informations sur les menaces, d'accord? Grâce à nos quadriciels, grâce à l'exploitation de la kill chain, et on va rediriger et essayer de tenir à jour la documentation des missions, d'accord? Pour préparer notre mission, il nous faut une documentation. On fait des KB, des knowledge base, d'accord? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, nous, sur le Discord, sur mon Discord, d'accord? Vous êtes nombreux à partager de la documentation. On se renseigne, on fait du recueil d'informations, d'accord? Et ensemble, ça apporte cette synergie qui nous permet, peu importe notre niveau en informatique, de développer cette connaissance. Et chacun apporte sa pierre
à l'édifice. C'est pas moi, saltimbanque. Je vous répète toujours, saltimbanque, ça n'a pas d'importance. Qui est saltimbanque, que fait saltimbanque, aucune importance. Ce qui est important, c'est le travail d'équipe. Moi, justement, je suis là pour vous préparer, vous conditionner. Et je le fais sur mon temps libre parce que c'est ma passion. Et j'essaie de vous donner, comment dire, les armes. J'essaie de vous donner les prismes de lecture. J'essaie de vous donner des prismes de compréhension pour faire le travail. D'accord? Puisque quand on débute, bah, il y a des gens expérimentés, il y en a qui ne le sont pas. Et c'est un cheminement intellectuel. D'accord? Mais pour être efficient, sur le terrain et être bon dans ce que vous faites, vous devez vous armer intellectuellement. On doit apporter des bagages culturels, informationnels, pour vous donner toutes les armes pour mettre en place et préparer votre mission en adéquation. Donc il faudra déterminer et utiliser les ressources d'engagement nécessaires, on va modifier les outils, modifier notre site ou les domaines en présence. Hein, je creuserai plus tard, on va reprendre les cours sur la cyberguerre. J'ai des bouquins, vous le savez. Le problème c'est qu'ils sont en anglais, donc je me dois de vous les traduire, et vous avez bien compris que Google Trad, c'est pas trop ce qui m'aide. Il faut vraiment que je fasse un travail et je dois moi-même comprendre hein, pour pouvoir vous transmettre le savoir. Et si j'étais un puits de science, de savoir si j'étais intelligent, encore une fois, ça se saurait. Alors comme je suis quelqu'un de modeste, avec mon petit cerveau, ça prend du temps. On m'a demandé d'ailleurs quand est-ce que tu reprends les cours sur la cyberguerre. Dites-vous que ces sujets de red teaming, ben, on est en train d'approcher le vif du sujet. Mais il a fallu plus de 1000 vidéos pour en arriver là. D'accord? Si vous êtes sur ma chaîne depuis le départ, vous savez que vous avez plus de 1000 vidéos. Je crois qu'on est bientôt dans les 1200. J'ai plus de vidéos sur ma chaîne que je n'ai d'abonnés. Mais ça tombe bien, j'ai jamais fait ça. Ni pour le prestige, ni pour la gloire. Vous le savez. Je ne suis personne. Donc plus sérieusement, la partie la plus difficile de la planification d'une campagne axée sur les menaces, c'est la cartographie. C'est ce principe de mapper le réseau. On utilise encore une fois des anglicismes. J'en suis navré, mais que voulez-vous, c'est un mal nécessaire. Je vous avais dit qu'on commence avec la cyberkill chain Lockheed Martin et on se base sur le quadriciel, le framework MIRTRE ATT&CK. D'accord? Donc on trouve des comparaisons. D'accord? Mais vous devez parfaitement, comment dire, avoir une table, une sorte de table de correspondance dans votre esprit. D'accord? Si je te parle de la CKC Lockheed Martin et que je te parle de la chaîne de destruction cybernétique, aka Cyber Kill Chain, tu sais qu'il y a une correspondance de facto dans le quadriciel MIRTRE ATT&CK. Si je te parle de Recon dans la Cyber Kill Chain Lockheed, tu sais qu'on parle de reconnaissance dans le quadriciel attaque. Si je te parle de weaponization, de militarisation, tu sais qu'on parle alors d'exécution dans le quadriciel attaque. Si je te parle de delivery, de livraison, tu sais qu'on parle de l'accès initial de facto dans le quadriciel MIRTRE ATT&CK. Quand je te parle d'exploitation, tu comprends bien qu'on parle également de l'accès initial dans le MIRTRE ATT&CK. Quand je te parle d'installation, tu sais qu'on parle de persistance et d'évasion de la défense dans le quadriciel MIRTRE ATT&CK. Quand je te parle de commandement et contrôle dans le quadriciel Lockheed Martin, tu sais que c'est la même chose. C'est également du commandement et du contrôle dans MIRTRE ATT&CK. Enfin, quand je te parle des actions sur les objectifs chez Lockheed, tu sais qu'on parle d'exfiltration et d'impact opérationnel. Qu'est-ce que l'impact opérationnel? Une fois que l'opération est menée, quel est l'impact tant pour l'ennemi, tant pour vous? D'accord? Est-ce que vous avez réussi à maintenir vos objectifs? D'accord? Est-ce que la mission est accomplie ou malheureusement vous avez été mené en échec? D'accord? Et dans ce cas-là, bah, il faudra replanifier une nouvelle opération. Ou pas. Encore une fois, tout va dépendre du contexte. Donc c'est ça le plus dur. Vous avez énormément de connaissances. Mais vous allez voir, je vous le répète tout le temps, plus vous allez acquérir ces mécanismes, plus votre cerveau va. Vous devez programmer votre cerveau à être le plus efficient. D'accord? Je vous dis tout le temps, votre cerveau, c'est un ordinateur. Plus vous allez travailler sur ces domaines de compétences, plus il va affiner ses propres algorithmes et plus vous serez efficient à la tâche. En termes d'apprentissage,
et avoir cette vision holistique, globale, et savoir aussi en détail, en très bas niveau, de quoi on parle. Et après, les techniques associées, la technique peut se résumer par nos TTP, tactique, technique et procédure. D'accord? Donc, c'est à vous de décider quelle chaîne euh, CKC vous allez utiliser de Lockheed, hein, ou si vous allez utiliser d'autres quadriciels, il y en a plein d'autres, on en reparlera. Euh, Imaginons cette fois-ci qu'on parle d'APT 41, qu'est-ce qui correspond le mieux aux objectifs et au périmètre, au scope, à la portée de votre client. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Quels sont les objectifs à atteindre? D'accord? Là, on parle dans le monde civil, on parle pas dans le monde militaire. Alors, je vous ai montré Attack Navigator. C'est excellent pour identifier les TTP correspondant à la CKC. Hein, une fois, donc maintenant, je pense que vous êtes formés. J'arrête d'utiliser les noms longs et du français. J'utilise que de l'anglais et des acronymes. Apprenez ces putains d'acronymes, s'il vous plaît. Donc, TTP, tu sais ce que c'est, ok? Et la CKC, tu sais également ce que c'est. Donc, m'appeler à la chaîne de destruction sur le site. Hein, vous avez un site statique et en même temps, vous pouvez cliquer et ça devient dynamique. D'accord? Vous pouvez faire vos recherches et évoluer en fonction des besoins, voir ce que vous devez creuser. D'accord? Pour faire votre recueil d'informations et comprendre les tactiques, les techniques, les procédures. Donc, je vais vous poser quelques questions. Là, vous avez juste besoin des sites que je vous mettrai en description de la vidéo et répondre à ces questions. D'accord? Vous pouvez le faire tout seul. Ça sera une sorte d'exercice pour vous. Je vais vous donner les réponses. Essayez de chercher par vous-même à partir de Google et des sites que je vais vous donner pour trouver les réponses que moi j'ai trouvées. Je vous donne la réponse, mais avant d'écouter ma réponse, ne trichez pas. Allez faire votre travail de recherche. D'accord? Encore une fois, faire du recueil d'informations sur Internet de l'OSINT, c'est à vous. Nous, on sait le faire. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu veux apprendre ou pas? Est-ce que tu es motivé ou pas? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Donc, après un peu de recherche, comme je vous disais, on a la reconnaissance, on passe à la phase de militarisation du PowerShell. Je suis allé dans le navigateur, j'ai tapé APT 41 et je retrouve ce que je veux. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu l'exécution de quoi? De PowerShell. On le voit là. D'accord? Avec une militarisation hein, du BITS Job. On voit que c'est le premier dans la partie exécution. D'accord? Ensuite, ça c'est la partie persistance. Ça va être intéressant pour plus tard. On rebondit sur qu'est-ce qu'on a? Le principe de livraison. On a fait des attaques de spear phishing pour le gain d'accès initial. En effet, si on regarde quoi? Le delivery, on repart, on cherche. Hein, donc là, on part tout le temps de gauche à droite. Notre delivery, c'est quoi? Si on compare, rappelez-vous, hein, il y a quoi? On compare les deux, ça veut dire le gain d'accès initial. Et en effet, initial access, on voit la première technique qui a été utilisée, c'est le spear phishing, d'accord? On a 9 techniques, il y en a deux d'entre elles qui ont été utilisées. Spear phishing, attachment, d'accord? Ensuite, on a de l'external remote services. Pourquoi? Parce que, ben, encore une fois, après quoi? Le delivery, il y a le gain d'accès initial, c'est l'exploitation, d'accord? On commence toujours par le gain d'accès initial et ensuite exploitation. Ça se retrouve quand même dans initial access, comme celui-ci, au sein du quadricial. Donc on cherche initial access, bim 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 bim, je retrouve là, exploitation, Windows Management, d'accord? Service Execution, on voit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la foulée, on voit l'account, hein, execution, c'est ce qu'a utilisé notre ami. D'accord? Donc, exécution, gain d'accès initial, on a vu spear phishing, on passe au suivant, et le suivant, le premier, c'est ici. D'accord? Deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Le PowerShell a déjà été utilisé, donc là, on parle de BITS job. Enfin, on continue, pardon. On a quoi? On a fait notre recours, on a fait notre militarisation, on a fait notre livraison, on a fait notre exploitation, on a fait notre installation, on passe au serveur de Command and Control, qui s'appelle également Command and Control.
Là, on évolue, on se déplace sur la droite. Et comme un control, on a quoi? On voit que la première, c'est DNS. On a en effet utilisé du DNS. Et je vous rappelle que vous pouvez tout à fait aller voir les techniques, les tactiques. Vous avez d'autres options. On va voir la technique. La technique, c'est utiliser l'Application Layer Protocol, DNS, et on va faire deux types d'attaques. On va faire du DNS tunneling. D'accord? Grosso modo, c'est quoi? C'est faire du DOH, DNS over HTTPS. D'accord? Donc ça, c'était la réponse. Et la dernière phase, hein, les objectifs de la mission, les actions et l'impact pour notre cible. On voulait quoi? Récupérer les accès. Donc on parle d'exfiltration et d'impact. Ok, on repart sur notre cadre initial. C'est tout à la fin. Exfiltration, impact. Alors, on a le data encrypt for impact, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le resource hijacking. On peut aller voir la technique. D'accord? Et pour chaque technique, on a des sous-techniques et on a quoi? On a les procédures associées. D'accord? S, G, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, petit exercice simple. Et vous voyez qu'on a mappé maintenant et imité, émulé la menace à APT-41. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer notre cyberattaque et imiter les techniques qui ont été utilisées par nos adversaires et voir si l'équipe bleue défensive est capable de nous détecter, hein, ou si on vole sous les radars. Voilà, je m'arrêterai là. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.